مرحبا بكم. alors الحصة هذه مخصصة لبعض المنظمات الوطنية والمنظمات les ONG لتقديم خبرتها في مجال مكافحة الفقر أو لتقديم مختلف تجاربها فيما يخص تحصيل المعلومات والمعطيات. كان من المفترض أن يشارك معنا الزملاء من اليونيسيف ومن البنود UNPD، ولكن لتعليمات أمنية صارمة تهم حظر الجولان ليلا هم قبلنا بساعة، ولمنع خروجهم في أي سيارة إدارية. دونك اعتذر ممثلي هذين الصندوقين الدوليين. دونك أفتح المجال وتفضل سيد الرئيس. بارك الله فيك. مرحبا بكم في هالجلسة المسائية اللي في الواقع مش نتناولوا فيها المحور الخامس، مكافحة الفقر، تجارب المنظمات الوطنية والدولية. عندنا المداخلة الأولى شكون في عندها ندخلوا سنتر. شكون السنتر دو ريشيرش؟ سنتر دو ريشيرش هذا ما جاوش. قلت لي ناس قبلي ولا سي بلو جينيراليست. نبدا ديما les femmes sont toujours prêtes، حتى les ONG sont toujours prêtes. باهي لا هم توا من قبل. باهي نسمعوا دونك مدام ندى شعبان عندها انتراراب انستيتيوشن دو ميكروفينانس. عندك مدام 15 دقيقة، تفضلي. صباح مش تبدا هي وبعد لا سبا عندنا مشكلة الوقت. احنا فما زوز ما جاوش. اي ثم زوز ما جاوش. on va prendre 15 minutes. donc 15 فاتور وصل في 45 minutes. مش حتى jusqu'à 20 minutes. لازم تاخذ 15 20 minutes مدام خاطر عندنا شكون موعد. ما يقبلش الفيرسيون تاعي. شعلك الميكرو شعلك. نو مي جا. نو سي بون. عندها Donc je vais intervenir par rapport à une expérience un peu particulière, celle d'une ONG qui existe depuis 1990 en Tunisie et qui a commencé, ou qui a décidé en tout cas, d'investir la microfinance comme réponse à la pauvreté et comme moyen et outil de lutte contre l'exclusion et la précarisation des populations pauvres. Donc cette ONG fait partie d'un réseau international, ENDA, qui Environnement, Développement, Action, qui veut dire, et qui existe dans plusieurs pays, notamment en Afrique, en Asie et en Amérique latine. Et ENDA, Interarab, l'ONG tunisienne, a tenu compte un peu des expériences qui ont été vécues ailleurs dans le monde sur la question de la microfinance, dans sa manière de l'aborder, dans sa manière de réfléchir les réponses
et dans les mécanismes qu'elle a mis en place. Et c'est là où c'est extrêmement intéressant de s'arrêter sur cette expérience un peu particulière en Tunisie, parce qu'elle est partie des bonnes pratiques et d'expériences qui l'ont précédée, parce que la microfinance a émergé un peu dans le monde aux alentours des années 70, et non pas dans les années 90 comme en Tunisie. Donc il y avait 20 années d'avance ailleurs, et des expériences qui ont été évaluées, et qui sont arrêtées sur les limites ou sur qu'est-ce qu'on peut faire au mieux pour que la contribution à la lutte contre la pauvreté et que la microfinance soit une réponse qui soit bien adaptée et qui soit réellement efficace et pertinente. Alors, moi j'ai donné un peu quelques références ici en termes de notation ou en termes sur les performances financières ou sur les performances sociales de ENDA. Ce n'est pas pour nous en vanter, mais c'est juste pour dire qu'on s'est inscrit dans quelque chose de l'international, où on a été nous-mêmes chercher ces institutions de notation pour pouvoir être soumis à leur grille, pour pouvoir aussi évaluer cette expérience à l'échelle internationale, pour aussi introduire des bonnes pratiques. Donc c'est une démarche qui a été volontaire au niveau de l'institution pour pouvoir s'inscrire dans l'efficacité, pour pouvoir apporter des réponses mieux adaptées. Aujourd'hui, en 2015, ENDA a été primé comme 2e institut de microfinance dans le monde pour ses performances sociales et a obtenu une notation A. Donc si on revient sur 2005 par exemple, on était sur une notation B, c'est-à-dire qu'il y a eu des améliorations d'apportée, mais entre-temps on s'est inscrit aussi dans quelque chose d'extrêmement important dans le process de lutte, qui est celui de tenir compte de celui qui en finance, de l'accompagner et de tenir compte de l'impact de la microfinance sur son quotidien. Et donc des procédures ont été mises en place qui s'inscrivent dans la transparence, dans l'accompagnement, dans la formation, et c'est à ce niveau-là qu'il y a une expertise aujourd'hui dont on peut parler. En 2005, ENDA avait 17 antennes en Tunisie, donc 17 antennes pour répondre à une demande. En décembre 2011, on était à 69 antennes, et aujourd'hui, on est à 78 antennes réparties sur tout le territoire, c'est-à-dire qu'on occupe les 24 gouvernorats tunisiens et 201 délégations sont couvertes par les antennes ENDA aujourd'hui. Alors, quelqu'un m'a dit tout à l'heure qu'ENDA n'est pas connue. J'ai dit, mais elle est connue par ceux qui ont eu besoin de ENDA. Quand vous vous arrêtez en Tunisie, vous voulez aller dans un quartier populaire, vous n'avez presque pas besoin de donner une adresse, vous dites à côté de ENDA. Et les gens savent. ENDA s'est faite discrète à un moment de son histoire, parce que le pouvoir voulait récupérer tout ce qui pouvait être un peu opérant ou fonctionnel ou qui pouvait être récupérable. Donc elle s'est faite discrète dans sa communication et elle a été moins discrète dans son travail et dans l'occupation du terrain par rapport à la réponse à apporter sur la question de la pauvreté. Donc, mais lutter contre la pauvreté nécessite également de mettre en place des outils. Et on réfléchit les outils en général après un diagnostic et après avoir entamé des recherches. Il se trouve qu'en Tunisie, on a pris beaucoup de retard sur les recherches sur la pauvreté. ENDA a eu le besoin, parce qu'elle travaillait un peu comme les ONG internationales ailleurs dans d'autres pays, elle a eu besoin de mettre en place des paramètres pour mesurer cette pauvreté, pour mesurer la vulnérabilité des publics, pour mesurer l'impact. Et donc il y a une unité de recherche qui est née au milieu des années 2000, de manière à travailler sur le retard pris par parce que en général, en 2007, des indicateurs de vulnérabilité ont été mis en place pour qu'on puisse travailler sur un ciblage de zones prioritaires, c'est-à-dire les zones qui ont le plus besoin de réponses, en tout cas en termes d'apport et en termes d'outils. Donc ces indicateurs de vulnérabilité, si on les recoupe aujourd'hui avec ce qui se fait sur les indicateurs qui ont été mis en place sur le développement, par exemple régional et autres, on retrouve un recoupement. C'est à peu près quasiment les mêmes choses. Il y a des tout petits décalages au niveau de la recherche parce qu'on n'avait pas accès à toutes les données de l'État. Donc on a fait avec ce qui était accessible, mais 14 indicateurs ont été mis en place pour travailler sur l'affiliation, par exemple, à la sécurité sociale, le niveau scolaire,
le revenu du ménage, sur des questions de démographie, d'occupation d'espace, de qualité de logement, d'accès à des sanitaires. Donc on retrouve à peu près les 14 paramètres utilisés quasiment par tout le monde aujourd'hui pour évaluer et pour dire on est face à une situation de vulnérabilité, de pauvreté ou pas, et quelle réponse. Donc sur le public ENDA, et c'est important de partir aussi de notre réalité, parce qu'on a construit nos réponses sur cette réalité-là. Sur le niveau national de la dépense annuelle estimée des ménages en 2012, sur la Banque mondiale, par exemple pour la Tunisie, ça s'établissait à peu près à dépenses, je parle de dépenses annuelles, ce n'est pas les revenus, à 9100 dinars. Et les ménages clients ENDA ont une dépense moyenne annuelle de 6700 dinars. Et là, je ne parle pas de petits échantillons, c'est un travail qui a été fait, nous, sur le plan on a des paramètres permanents, si vous voulez, pour observer ce genre de choses sur l'ensemble de la clientèle. Donc, le chiffre que je donne tient compte d'un balayage qui a été fait et qui s'est arrêté en juillet 2015 et qui concernait donc une partie des bénéficiaires de crédits en cours. Donc des nouveaux mais des anciens également. Et donc là sur le tableau vous avez un peu un échantillonnage, un peu une visibilité plus détaillée sur cette thèse. Sur les bénéficiaires ENDA et la population qui est en tout cas accompagnée ou soutenue, on observe la présence de 47%, c'est-à-dire une petite majorité par rapport à cette population qui a un niveau de primaire. Donc je voulais m'arrêter un peu sur quelques aspects pour pouvoir par la suite comprendre les démarches. Alors ici, la carte que je vous propose ici, c'est la répartition géographique du réseau ENDA selon le niveau de vulnérabilité en Tunisie. Donc là où vous avez un niveau élevé, vous allez observer qu'il y a une présence des antennes et qu'en général, on retrouve à peu près conjointement l'extension de l'ONG s'est faite au vu de cette situation-là. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a observé des délégations qui étaient de plus en plus et qui étaient dans des zones prioritaires, c'est là où on a ouvert des antennes et on a réfléchi toute la stratégie de l'extension de l'ONG en fonction de cela. Le taux de pauvreté en Tunisie est peut-être, monsieur en parlera tout à l'heure, au niveau de l'INS, il est évalué à 24,7 au niveau de la Tunisie, sur des standards internationaux qui sont fixés à 2,5 $ par jour et par personne. Au niveau de la clientèle ENDA, on a bien sûr les études sont menées aussi pour observer ce type de phénomène. On est à 68% de clients ENDA considérés comme pauvres, donc rentrons dans la catégorie pauvre, et 26% sont en dessous du seuil de pauvreté extrême. C'est-à-dire qu'ils disposent de 1,7 dinar calculé sur la base de dépenses moyennes de 1,7 dinar par personne et par jour. Donc, ENDA, qui a commencé au départ sur le Grand Tunis et Haït Tadammen plus particulièrement, s'est étendu et est sorti du Grand Tunis pour aller s'engager dans les régions et de plus en plus dans les ruralités. Aujourd'hui, les zones couvertes par les antennes sont des zones soit rurales, soit urbaines, mais les zones rurales représentent, en tout cas la ruralité représente 42%. Les 78 antennes couvrent 201 délégations sur les 264 et aujourd'hui, bénéficiaires de crédits en cours en tout cas, il y a 270 000 personnes. 270 000 personnes, ce sont 270 000 projets professionnels pour la quasi-totalité. Et c'est là où c'est important de réfléchir l'impact sur la pauvreté, c'est quand on travaille sur l'autonomisation des catégories et quand on n'agit pas seulement sur la pauvreté, on cible une région, mais il faut cibler aussi des populations les plus précaires dans ces régions-là. Parce que quand on prend par exemple sur l'indice de développement régional Wilayat Riena, il y a Nasr et El Manazah dans la Wilayat Riena, mais il y a aussi Tadammen. Donc le fait de travailler aussi sur un ciblage plus affiné et d'aller réellement sur les populations et non pas seulement sur la région, permet d'apporter des réponses et des ajustements. Les plus pauvres des plus pauvres dans notre pays, même pour ceux qui ne veulent pas l'entendre, ce sont les femmes. Ce sont les femmes, c'est les plus précaires aussi. Mais
Et on arrive à une deuxième catégorie aujourd'hui qui émerge, qui est celle des jeunes, qui sont aussi aujourd'hui dans les populations les plus... Alors pourquoi ENDA, dès le départ, a travaillé pratiquement au départ exclusivement avec des femmes? Je crois qu'on a introduit les hommes un peu dans les programmes et dans les projets assez tardivement. Au départ, c'était le ciblage sur les femmes, parce que c'était le maillon le plus faible de la population qui était sur des problématiques de pauvreté et pour lesquelles la réponse économique était vitale. Donc, le travail a démarré conjointement travailler sur des financements de micro-projets, mais en même temps de la formation et de l'estime de soi, de l'accompagnement pour sortir de chez soi, pour pouvoir affronter le monde extérieur, parce que quand on dit que les femmes sont maintenues autour d'un savoir-faire qui tourne autour de savoir-faire du ménage, c'est-à-dire faire du pain et autres, ce n'est ni un hasard ni quoi que ce soit. Quand vous n'avez pas eu accès à une formation, quand vous n'avez pas accès à l'espace public, parce que dans les quartiers populaires, souvenez-vous du Tunis des années 90, il ne ressemble pas au Tunis de 2015. Souvenez-vous du Tunis des années 70 ou 80, il ne ressemble pas du tout à celui d'après. C'est l'occupation de l'espace public par les femmes qui fait la différence. On était dans des espaces publics non mixtes et qui sont devenus de plus en plus mixtes. Et beaucoup de femmes l'ont émergé dans l'espace public au travers effectivement de la vente du pain, de la vente de l'mlewi, de la vente de l'oula. Et c'est pas du tout, et ça ne renfloue pas, et c'est pas un manque à gagner pour l'État, contrairement à ce qu'on pense, parce qu'effectivement c'est de l'informel, mais on est dans de l'économie de survie. Quand vous êtes dans de l'économie de survie, vous ne pouvez pas parler patente. Parce que la personne, ce qu'elle gagne, ne couvre même pas, couvre à peine ce qu'elle investit, plus le tout petit qu'elle dégage ne peut pas payer une patente. Et on est dans de l'économie de survie quand on parle de ce qu'on appelle les AGR, en tout cas les petits prêts de 200, 400 ou 500 dinars que obtiennent les femmes au début quand elles démarrent une activité pour sortir de la pauvreté. Donc, on me demande de parler moins vite, excusez-moi. Donc, si vous voulez, l'objectif, ce n'est pas de rester sur cette économie de survie, c'est d'accompagner la sortie de la survie pour aller vers l'autonomie. Et c'est tout l'enjeu du travail d'accompagnement qui est fait. Donc, quand on travaille sur la formation et le renforcement de la formation, c'est dans cet objectif. C'est pour pouvoir amener ces femmes à se projeter au-delà du quartier. Quand vous avez comme seul univers et environnement un quartier ou une ruralité, vous ne pouvez pas vous projeter dans une économie à l'échelle de la commune. Vous restez à l'échelle du petit quartier avant d'aller vers la localité. Donc, et ça ne se fait pas tout seul. Un homme acquiert du réseau, connaît les fournisseurs, connaît un certain nombre de choses, parce qu'il fréquente le café, tout simplement. Une femme qui n'a pas accès à l'espace public ne peut pas se projeter au-delà de ce qu'elle connaît, c'est-à-dire son environnement immédiat. D'où l'importance du travail qui se fait par la suite sur l'accompagnement. Donc, depuis 1995 à aujourd'hui, 354 000 femmes, en tout cas, ont bénéficié d'un apport financier, et ça représente à peu près 66% des bénéficiaires ENDA, parce qu'on est à plus de 550 000 personnes qui ont accédé à un emprunt en lien avec le travail, en tout cas, ou la sortie de la pauvreté, moi je dirais. Donc, la réponse à apporter aux femmes est quelque chose qui est complètement occulté, y compris par les politiques publiques par moment, où on oublie de faire le lien, que si vous voulez qu'une femme travaille, il faut que vous puissiez la libérer de ce qui l'empêche de travailler. Et ce qui l'empêche de travailler aujourd'hui, je dirais, c'est les deux bouts de la chaîne humaine, ou de vie. C'est la petite enfance, parce que lorsqu'elle est jeune, elle a des enfants, et s'il n'y a pas de prise en charge de la petite enfance, vous ne pouvez pas travailler. Et c'est les parents, c'est-à-dire les personnes âgées, qui sont prises en charge par les femmes qui sont à plus de 50 ans. Donc si on ne règle pas le problème en amont et en aval, c'est-à-dire les deux chaînes, si la collectivité ne trouve pas de réponse et ne trouve pas des mécanismes de prise en charge et des personnes âgées, parce que la Tunisie est aujourd'hui concernée par les questions de vieillissement, et si on ne travaille pas sur la petite enfance, on ne peut pas parler d'autonomie et d'accès au marché de l'emploi. C'est se raconter des histoires que de penser qu'une femme peut trouver des solutions à elle toute seule, et moi je dis que les femmes tunisiennes sont des héroïnes, parce qu'en l'absence d'une vraie politique publique depuis 50 ans sur ces deux secteurs,
elles ont trouvé quand même le moyen d'émerger et d'être dans l'occupation de l'espace public, mais à quel prix? On est au-delà de la double journée, on est sur de la triple journée par moment, et c'est là-dessus qu'il faut réfléchir et avoir une réponse. Là-dessus, ENDA est intervenu aussi, parce que quand vous financez des garderies, ou quand vous financez des jardins d'enfants, ou vous apportez du soutien à ce type d'équipement dans les quartiers populaires, je dis bien, parce qu'agir sur la pauvreté, ce n'est pas les jardins d'enfants dans les quartiers riches, et qui ne sont pas accessibles aux femmes ouvrières ou à des femmes qui gagnent à peine le SMIC. Donc c'est dans les quartiers populaires qu'il faut agir, et là-dessus qu'il y a une vraie réponse à apporter. Il y a à peu près plus de 10 000 projets qui ont été financés sur la durée de vie de ENDA en termes d'apport, pas forcément sur l'ensemble du financement, mais une partie sur des équipements de cet ordre-là. Donc on répond pas seulement à la question de l'autonomie, on la renforce aussi et on lui donne les moyens de cette autonomie pour ces femmes. Un travail d'accompagnement à la commercialisation, au réseautage, a démarré pour permettre aux femmes d'accéder au marché, en tout cas, et pouvoir négocier et autres, a aussi démarré depuis 2008, suite à des évaluations qui ont été faites sur l'incapacité pour certaines femmes d'accéder réellement à une autonomie, à une patente, pour pouvoir en vivre réellement de leur travail, si elles n'arrivent pas, parce qu'elles ont des entraves qui sont liées à des raisons culturelles, économiques, de réseautage, de manque d'expérience, de tout ce que vous voulez. En tout cas, il y a plusieurs ingrédients. Je ne peux pas rentrer dans les détails de toutes les études faites là-dessus, mais il fallait apporter quelque chose. Et là-dessus, c'est pareil. Il y a un programme qui a été mis en place d'accompagnement. Soit on organise nous-mêmes des foires, soit on les fait participer à des foires, y compris à l'international aujourd'hui. Et donc, là, il y a un effort important aujourd'hui à renforcer. Et on est sur une stratégie d'ailleurs de renforcement de cet axe, parce que c'est quand même extrêmement prioritaire. J'en arrive aux jeunes et à un drame que vit le pays aujourd'hui sur la question du chômage des jeunes et sur le maintien de cette population dans une exclusion en tout cas et un acheminement vers rejoindre un peu les populations pauvres du pays. Et là, pareil, notre réflexion et nos évaluations de la situation nous ont amené à réfléchir en termes de réponses financières, en tout cas d'un apport financier, mais aussi d'un accompagnement à la création d'entreprises, spécifiquement pour les jeunes. Ce qu'on appelle les start-up, les petites entreprises qui ne nécessitent pas beaucoup de moyens, mais qui nécessitent par contre de l'accompagnement, parce que les jeunes ne sont pas... On n'a pas de culture entrepreneuriale en Tunisie, il ne faut pas se faire d'illusions. Les gens pensent tous pouvoir rejoindre en tout cas la fonction publique, et ils rêvent tous de rejoindre la fonction publique, et on n'a pas une vraie culture entrepreneuriale. Donc il y a tout un effort national à faire aujourd'hui pour amener les gens à se prendre en charge, et on a des entrepreneurs par défaut. On n'a pas d'entrepreneurs on a une minorité qui a envie de créer, mais la majorité, les personnes pauvres, créent leur emploi tout simplement. Ce n'est pas le goût du risque ou le goût du challenge qui les amène à créer des petites entreprises pour s'en sortir. C'est réellement sortir de là où ils sont et créer leur propre emploi qui les amène à créer une entreprise. Pour cela, pour que ça puisse être pérennisé, il y a un travail d'accompagnement qui s'est fait jusqu'en 2015 sur la période qui accompagne avant la création, mais on s'est rendu compte que pour pérenniser ces emplois et ces programmes, il fallait aider après, parce que la survie d'une entreprise, se joue les 5 premières années. Donc la réponse a été apportée en termes d'accompagnement et de mentorat aujourd'hui et de coaching, mais je pense qu'il faut s'inscrire dans quelque chose d'un peu plus large. Moi, je pense qu'il y a encore des limites à ce que pourraient faire, en tout cas les ONG aujourd'hui, parce qu'il faut que ça s'inscrive dans une stratégie nationale un peu plus élaborée et pour que les dispositifs se complètent et ne cohabitent pas, et que ce soit beaucoup plus efficace et pertinent. Alors j'ai fait justement une petite cartographie un peu du développement régional et le programme qui a été fait par les jeunes. Si vous prenez la petite carte, la première, elle trace les zones par rapport à la cartographie du pays en termes de développement régional. Et la deuxième, c'est l'implantation du programme, tout ce qui est assuré en bleu, là où vous avez des projets qui ont été élaborés et qui portent sur ces 6 767 projets à juin 2015 et qui sont en cours, et dont plus de 70% continuent à vivre normalement et bien,
c'est-à-dire quelques-uns sont en difficulté, mais tous ces projets s'inscrivent de plus en plus dans la pérennité, sachant que, en termes de création d'emplois, ça génère du 0,67, on est encore dans la micro-entreprise, et il faudrait pouvoir passer au segment au-dessus, mais ça, il y a besoin d'un autre travail qui va se faire sur 2016. Donc, ENDA, je vais finir avec la partie rurale, parce que la pauvreté en ruralité est extrêmement compliquée aussi à aborder, parce qu'on part sur des populations souvent isolées, très loin des institutions, de services publics, qui ne bénéficient pas de facilité en termes de mobilité, donc et en termes de formation, qui a moins de formation et beaucoup plus analphabète. Donc là, pareil, on est sur un volume à peu près de 26% des projets financés qui portent sur le secteur agricole. Au départ, on finançait le secteur agricole, on essayait d'aider les petits producteurs à s'en sortir. Mais depuis quelques années, on s'est rendu compte qu'il fallait s'inscrire dans une chaîne de valeur et qu'ils ne pouvaient pas travailler sur ce secteur sans travailler sur les filières elles-mêmes, sans travailler sur de la réponse beaucoup plus pointue et adaptée aux filières. Et lorsqu'on a commencé à travailler là-dessus, on s'est rendu compte que les réponses peuvent se construire collectivement avec d'autres partenaires et qu'on arrive à être dans l'efficacité à chaque fois qu'on a engagé un chantier de recherche, d'évaluation, et là-dessus, la pertinence de ces outils pour combattre. Moi, j'invite tous les chercheurs à investir le champ de ce champ, parce que plus on investit ce champ au niveau de la recherche, plus on peut développer des outils. On ne peut pas développer des outils quand on n'a pas une expertise réelle de la situation. Autrement, la réponse ne peut pas être adaptée. Et donc, c'est là-dessus que c'est extrêmement important de signaler que, par exemple, quand on travaille avec des petits éleveurs, si on ne réfléchit pas à filière lait et l'acheminement du lait et la collecte, on ne répond pas à la problématique. Il ne s'agit pas de financer de l'élevage, il s'agit de réfléchir de comment cet élevage peut devenir une source de revenus pour la personne et qu'elle puisse en vivre dignement, qu'elle ne soit pas exploitée, qu'elle ne soit pas sous-payée et qu'elle ne soit pas... Et c'est là-dessus qu'il y a le travail sur le fond doit se faire et non pas sur un bout de la chaîne. Donc quand je vous ai parlé de ENDA au début, j'ai parlé d'environnement, j'ai parlé d'action et environnement, développement, action, c'est parce que c'est une ONG qui s'inscrit dans le développement durable, qui est sur ces batailles-là. Je pense qu'aujourd'hui, à la veille de la COP 21 qui va avoir lieu la semaine prochaine sur Paris, c'est important de rappeler que si on veut s'inscrire sur de l'alternative qui permettent la sortie de la survie et qui permet une lutte efficace contre la pauvreté, il faut s'inscrire dans la durabilité. Il ne s'agit pas d'apporter une réponse à un problème qui se règle conjoncturellement et qui, dans 10 ans, va s'inviter à nous de nouveau. Donc la question de la durabilité et la question de la réflexion autour de la durabilité par rapport aux outils à développer par rapport à la pauvreté sont fondamentaux et incontournables. Et à notre niveau, on s'était engagé dès le départ à ne pas intervenir sur du soutien ou du financement à tout ce qui pourrait être nuisible, tout ce qui pourrait être polluant, tout ce qui pourrait apporter une destruction de l'environnement de travail ou de l'outil du travail. Donc, parce que aider un petit agriculteur, oui, mais l'aider à s'en sortir pour qu'il reste dans ses terres, qu'il puisse en vivre dignement, mais sans détruire sa propre terre pour le lendemain. Donc c'est aussi cette démarche qui est importante. On s'est investi beaucoup ces dernières années sur ce champ-là. On a développé des choses très adaptées par rapport aux modalités de remboursement et autres qui tiennent compte et en même temps qui sont sur un engagement beaucoup plus... en tout cas tenant compte des futures générations et en même temps répondant à des urgences sociales telles que la problématique des berbèches en Tunisie dont on parle très peu et qui concerne ne serait-ce que sur le Grand Tunis 8000 personnes aujourd'hui qui ne peuvent même pas accéder au CNSS parce qu'ils n'ont pas de statut, ils n'existent pas.
Les collecteurs existent, c'est des agents, mais les berbécha, le niveau en dessous qui s'est créé n'existe pas légalement. Donc la réponse, elle est sanitaire, elle est sociale, donc on veut bien les sortir de l'informel. Encore faut-il qu'il y ait un cadre pour les sortir de l'informel. Donc la réponse, elle est aussi à réfléchir là-dessus. Il faut leur donner aussi, améliorer les conditions de travail, valoriser cet apport, parce que c'est un apport à la collectivité en termes d'environnement, mais également aider les petits agriculteurs qui se ruinent aujourd'hui à dépenser du fioul et autres pour extraire de l'eau, pour le forage d'eau, alors qu'ils pourraient installer des photovoltaïques et réduire leurs factures au début et par la suite ne plus avoir à payer, donc augmenter leurs revenus finalement. C'est ça l'objectif, c'est qu'ils puissent vivre de leur terre, donc pouvoir leur permettre d'alléger leurs charges et augmenter leurs revenus, et en même temps, on donne un petit coup de pouce sur le plan environnemental. Donc, c'est bâtir aujourd'hui, si on ne réfléchit pas, la lutte contre la pauvreté comme, en termes de prise en charge, comme la prise en charge dans un parcours. Et quand on parle de parcours, c'est accompagner la personne de la sortir de la pauvreté pour l'amener vers l'économie de survie, les AGR, mais par la suite vers la micro-entreprise et pouvoir lui permettre de s'en sortir. Et c'est là-dessus qu'on travaille énormément. Et sur 2014, par exemple, vous avez 13 743 personnes qui étaient AGR, c'est-à-dire qui étaient dans ce qu'on appelle l'économie d'informel, parce qu'elles vendaient du mlewi ou bien de la salle, et le miel ou le mlewi, ou des petites choses qui sont liées plutôt au travail domestique. Ces personnes-là ont évolué, mais il y a aussi des petits commerces de rue et autres, ont évolué vers des ME, c'est-à-dire formalisés, patentés et autres. Et c'est là, il y a un vrai travail à faire, mais il faut qu'il y ait des législations et des facilitations aussi de la part des pouvoirs publics pour le permettre. Parce que ça ne peut pas se faire, ça ne se décrète pas. C'est pas on sort une loi et on dit tout le monde doit être dans le formel. Il faut l'accompagner. Et il faut l'adapter à des secteurs, il faut l'adapter à des populations. Il faut cibler pour chaque secteur comment on peut accompagner cette sortie de la formelle. Moi, je refuse d'entendre un discours aujourd'hui qui assimile ces petits gens qui essayent de survivre et qui sont dans l'informel à de la contrebande ou à des gens qui détruisent l'économie du pays, qui sont aujourd'hui le cœur ou ce sur quoi on doit lutter et qui représentent un vrai handicap parce que le trafiquant qui passe de la contrebande avec des armes également n'a rien à voir avec celui qui est dans l'économie de survie et qui ne représente pas une menace sur l'économie du pays, lui. Mais lui, il essaye de trouver des solutions pour survivre en l'absence de mécanismes lui permettant de sortir de cette exclusion sociale. Il n'a pas demandé à être exclu. Il se retrouve de fait exclu. On peut pas, là, ce n'est pas l'objet de mon intervention que d'analyser le pourquoi, mais donc il faut plutôt faire une séparation et ne pas confondre et généraliser, parce que c'est extrêmement important. Ce jour-là, on pourra réellement répondre à ces attentes-là. Là, j'ai donné un échantillonnage un peu des évolutions de certains types de produits qui ont été adaptés, à chaque fois avec des mesures d'accompagnement adaptées. Et je voudrais juste conclure en disant, et ça sera mon dernier mot, aujourd'hui, on est à peu près sur une évaluation de population qui tourne autour de 2,5 millions à 3,5 millions qui sont complètement exclus des services financiers. Et l'inclusion financière est incontournable. La microfinance est incontournable pour répondre à la question de la pauvreté aujourd'hui. Je crois qu'il va falloir qu'on prenne conscience que c'est un vrai outil de lutte et qu'il va falloir l'inscrire dans une stratégie nationale pour qu'il soit beaucoup plus opérant et beaucoup plus efficace. Et les institutions de microfinance qui commencent à voir le jour en Tunisie, ou qui existaient même anciennement, parce qu'il y avait des structures autour de la Banque de la Solidarité, la BTS, il va falloir qu'on trouve des moyens pour mutualiser nos expériences et faire avancer, mais dans le cadre, avec des améliorations du cadre juridique, du cadre législatif qui est très 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 en retard en Tunisie. On a quasiment 20 ans de retard par rapport à beaucoup de pays africains et latino-américains, mais également en apportant aussi des améliorations sur l'utilisation des nouvelles technologies par rapport au mode de paiement et autres. Quand vous avez une personne qui habite à 10 km d'un village et qu'elle n'a pas accès à un transport, il va falloir réfléchir comment vous pouvez l'inclure dans
dans la participation, en tout cas active. Elle produit à partir de chez elle et il faut qu'elle puisse pouvoir communiquer avec l'extérieur. Les outils et les nouvelles technologies sont un élément de rapprochement extrêmement important. Je vous remercie. Voilà, très bien. Bon, merci madame. Donc je vous demande de respecter le temps alloué s'il vous plaît. نخلي الناس نستعملوا الأوراق يعني طريقة ماشي. لا أنت فوت بدرج. Mais je passe immédiatement donc la parole à Sir Abdelkader Talhaoui de l'INS. تفضل سي عبد القادر. 15 minutes. Maximum 20. Ah 5. Ah 5 c'est peu. 5 c'est très peu. Je ne peux pas beaucoup tarder sur les... Allez-y تفضل تفضل تفضل. Bonjour. Je vais rapidement présenter la méthodologie adoptée par l'INS pour le calcul de la pauvreté monétaire et aussi une approche pour la pauvreté multidimensionnelle qu'on a commencé dans un programme de coopération avec le PNUD et l'Université d'Oxford. Je ne vais pas beaucoup tarder pour laisser peut-être un peu plus de temps pour les discussions après. Donc, comme a dit tout le monde hier, il y a différentes approches et automatiquement ce sera des différents résultats, surtout entre tout ce qui est multidimensionnel et tout ce qui est monétaire. Avant, on utilisait parfois par obligation la méthodologie de $1 par jour ou $25 par jour ou $2 par jour et honnêtement c'est utilisé uniquement parce que dans des cas on ne trouve aucune source d'information. On trouve des pays, par exemple en Afrique, où il n'y a aucune enquête on peut dégager les dépenses par individu ou par ménage. C'est pour ça qu'on utilise le taux, la définition de $1 ou $2 par jour, avec si on divise par rapport au PIB, au revenu moyen par tête, on trouve quelques résultats dans le cas. Mais en Tunisie, à l'INS au moins, on n'a jamais utilisé cette méthodologie. On utilise toujours l'enquête consommation, c'est à partir des années 70 qu'on a commencé à effectuer les enquêtes consommation tous les 5 années. Ça coïncide évidemment avec les plans quinquennaux de développement. On est appelé par notre ministère de présenter ces résultats, surtout tout ce qui est dépenses et la répartition des dépenses. Et comme notre collègue a signalé hier que le problème avec ces enquêtes, que c'est quinquennal et ça ne donne pas de résultats au niveau des gouvernorats, c'est uniquement au niveau des grandes régions. Par exemple, en 2011, on se trouve soit avec des résultats de 2010 au niveau des grandes régions qui n'ont aucun sens si on veut donner des fonds au gouvernorat pour les répartir au niveau des délégations. On n'a aucune information au niveau de délégations, sauf les résultats du recensement 2004. Soit on adopte des résultats par grande région, soit on adopte des résultats par délégation. Alors, notre source d'information, c'est l'enquête niveau de budget et consommation au niveau de vie 2015, qui est en cours. On a commencé les travaux de terrain en mai 2015, avec un échantillon de 25 000 ménages répartis sur tous les gouvernorats. Aussi, c'est représentatif au niveau du milieu urbain et rural. Notre base de sondage est dégagée du recensement 2014, c'est le plus récent. Le plan de sondage est un sondage stratifié à 2 niveaux, gouvernorat, milieu, avec 2 critères
de stratification, c'est le nombre d'actifs occupés par ménage et le nombre d'individus par ménage. Les objectifs des différents volets de l'enquête, pour le volet budgétaire, c'est de dégager les niveaux de dépenses par ménage, la structure des dépenses, c'est l'élaboration du coefficient budgétaire, révision de l'IPC. J'ai entendu parler quelques personnes pendant la période de négociation de salaire avec le GTT et le ministère des Affaires sociales. Ils ont dit le 4,3 dégagé publié par l'INS, ça ne reflète pas réellement le vrai chiffre parce qu'ils utilisent une méthodologie assez ancienne, mais ce n'est pas vrai. On utilise un nouveau panier de dépenses dégagé à partir de l'enquête 2010 où on trouve les différents types de dépenses des ménages. Le volet alimentaire, c'est pour dégager le niveau de consommation alimentaire des ménages en termes de calories et les apports et les besoins nutritionnels. Et le troisième volet, c'est le niveau de vie, surtout tout ce qui est accès aux services communautaires, couverture sociale, maladies chroniques, tout ça. Pour calculer les taux de pauvreté, il faut d'abord calculer les indicateurs de bien-être. Les dépenses de consommation effectuées par les ménages peuvent constituer un bon indicateur de bien-être. En Tunisie, on n'a pas d'informations sur les revenus. Même si on utilise les fichiers de la CNSS ou la CNRPS, on n'a pas une information fiable. Peut-être c'est vrai pour la CNRPS, pour la fonction publique, mais pour la CNSS, on trouve soit qu'il y a beaucoup de monde qui ne sont pas déclarés à la CNSS, ou bien ils sont sous-déclarés. En plus que ça, même nous-mêmes, on ne peut pas préciser notre revenu qui est également différent du salaire parce qu'on a beaucoup de sources de financement. Donc, on adopte une approche qui dit que consommation égale à revenu, on suppose qu'il n'y a pas d'épargne et déjà le taux d'épargne en Tunisie n'est pas assez important, surtout pendant les dernières années. Mais on exclut les dépenses d'investissement, d'acquisition de logements ou les grandes acquisitions parce que ça ne reflète pas le vrai montant de dépenses des ménages, l'acquisition des biens durables et les dépenses exceptionnelles. Et on impute le loyer, par exemple, pour les propriétaires et les avantages en nature, on essaie d'estimer leur vraie valeur et l'ajouter au niveau de consommation des ménages. Ça, c'est juste le modèle pour estimer le loyer fictif. C'est d'estimer le loyer à partir du type de logement. D'estimer aussi le montant de facture d'électricité pour les personnels qui bénéficient d'un avantage en nature en termes de facture d'électricité ou bien de voiture de fonction. Il faut aussi choisir la population de référence parce qu'il y a des populations qui ne reflètent pas les vraies dépenses d'un Tunisien, surtout les quintiles les plus élevés. Le seuil de pauvreté est la somme de deux composantes, une composante alimentaire et une composante non alimentaire. La composante alimentaire est basée sur le calcul du coût d'acquisition d'un panier de consommation qui couvre les besoins énergétiques recommandés. La composante non alimentaire est basée sur l'estimation de la part budgétaire alimentaire. Donc les seuils de pauvreté sont composés de deux seuils, le seuil alimentaire et le seuil non alimentaire. Ces deux composantes reflètent le comportement de consommation des pauvres approximé par celui d'une population de référence. Le premier quintile, c'est le quintile le moins pauvre, le plus pauvre, le moins de dépenses. Quelques chiffres pour la dernière enquête 2010. Je rappelle que l'enquête actuelle est en cours. On a commencé les travaux de terrain en mai 2015. On finalise, Inch'Allah, juin 2016. Les résultats seront prêts fin 2016, Inch'Allah. Le premier tableau, c'est le seuil de pauvreté par milieu. Il y a le seuil haut et le seuil bas. Pour les grandes villes, c'est 1277 dinars. Un peu moins pour les petites et moyennes communes. Les deux premiers
case représente le milieu communal. Il est divisé en deux, les grandes communes et les petites et moyennes communes. Le troisième, c'est le milieu rural ou non communal. Ici, les chiffres 9%, 14%, 22% et 15,5% pour le total pays. On a déjà publié tout ça. Maintenant, c'est la pauvreté multidimensionnelle. On a été appelé par notre ministère de créer un indicateur de classification des gouvernorats à partir de l'enquête consommation. Ce n'est pas faisable parce que l'enquête est toujours sur terrain et comme vous le savez, notre ministère est en train de préparer le plan de développement, donc il nous a demandé de faire un indicateur pour classer les 24 gouvernorats de la Tunisie et pourquoi pas peut-être après les délégations au sein de chaque gouvernorat. Donc on a un projet de coopération avec le PNUD et Oxford pour utiliser la méthodologie d'Al-Khair-Foster pour la pauvreté multidimensionnelle. Donc l'IPM est l'indice comparable à l'échelle internationale de la pauvreté dans plus que 100 pays en cours de développement. Il a été lancé en 2010 dans le rapport du développement humain du PNUD et est mis à jour après. La méthodologie est adoptée pour les mesures nationales de lutte contre la pauvreté en utilisant les meilleurs indicateurs pour chaque contexte politique. C'est l'indicateur Global MPI utilisé par Oxford. C'est un standard utilisé dans plusieurs pays. Ça, c'est un standard qui permet de comparer les pays entre eux, mais pour chaque pays, on peut créer notre propre indicateur avec nos propres dimensions et nos propres seuils. Ici, c'est le standard avec 3 dimensions, santé, éducation, niveau de vie, avec 10 indicateurs, nutrition et mortalité infantile pour santé, année de scolarisation et fréquentation scolaire pour l'éducation, et 6 autres indicateurs pour les niveaux de vie, ou bien conditions de vie, énergie pour le cuisson, sanitation adéquate, eau potable, électricité, matériaux du sol et équipement. Un ménage est considéré pauvre s'il est privé dans au moins un de ces 3 indicateurs ou bien dans 33% de la somme de privation. Les différentes étapes pour construire un IPM, c'est définir l'unité d'identification, l'unité d'analyse, une personne, un ménage, choisir les dimensions, choisir les indicateurs pour chaque dimension, définir le seuil de privation et les poids, déterminer la somme pondérée de privation ou score, définir et appliquer le seuil de pauvreté, calculer les proportions H, qui est le pourcentage des pauvres, calculer l'intensité de pauvreté et après calculer le taux ajusté de pauvreté, M0 ou ce qu'on appelle l'IPM. Le nouveau ici avec les méthodologies Al-Khair-Foster, c'est un indicateur combine 2 critères, le pourcentage de la population pauvre et l'intensité de la pauvreté. Ce n'est pas un pourcentage, mais c'est juste un indicateur entre 0 et 1. L'étape 10, c'est calculer les autres indicateurs statistiques de taux de privation, de taux de contribution et tout ça. Merci. Alors nous passons immédiatement au 3e exposé. Si Fouad, l'ONU de l'Observatoire national de la jeunesse. Tfadl. يعطيك الصحة. يعطيك الصحة.
شكرا سيد الرئيس. في الحقيقة سعيد جدا بوجودي معكم في هذه الندوة الدولية حول الفقر والفقراء، وأشكر باسمي الخاص وباسم المرصد الوطني للشباب المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات تونس، ومن خلاله مدير المركز الدكتور مهدي مبروك، كل الفريق العامل معه، وأرحب بكل ضيوف تونس في هذه الندوة الدولية. كما تعلمون وأنه من بين الفئات الهشة هي فئة الشباب. تحدثت السيدة نادية منذ قليل عن المرأة باعتبارها فئة هشة، الأطفال أيضا، وهناك فئة الشباب. والمرصد الوطني للشباب بإيجاز هو مؤسسة تعنى بالبحث في قضايا الشباب برصد المؤشرات الحياة الشبابية، وتطمح إلى أن تكون أن ثينك تانك، يعني بيت خبرة في مجال الشباب، وتقترح السياسات الملائمة لتحسين أوضاع هذه الفئة بعد تشخيصها بطبيعة الحال. في الحقيقة يعني بين الفقر، ثنائية الفقر والشباب، يمكن أن يكون الفقر نتيجة أو يمكن أن يكون سبب لإقصاء الشباب. في هذا الإطار المداخلة ستكون حول إزالة الحواجز أمام إدماج الشباب، وهي قراءة في نتائج دراسة أن كنا أنجزناها على مستوى المرصد بالاشتراك مع البنك الدولي سنتي 2012 و 2013، والتي سنتعرض من خلالها إلى أبعاد إقصاء فئة الشباب. هي في الحقيقة تتحدث عن أبعاد عدة، لكن سنختصر الأبعاد يعني ذات العلاقة بمحور هذه الندوة وبمحور هذه الحصة العلمية تحديدا. لماذا هذه الدراسة ولما تهدف هذه الدراسة؟ في الحقيقة تشكل قضية الشباب، خاصة الشباب الواقع خارج دائرة التعليم والعمل والتدريب، وسأركز بعد قليل على هذا المؤشر الذي يعنى بالشباب الذي هو خارج دائرة التعليم والعمل والتدريب، أحد محاور التركيز في أجندة التنمية لما بعد 2015. أيضا أن الشباب يواجه الكثير من العقبات التي تتراوح ما بين التمييز والتهميش وقلة الفرص المتاحة في إبداء الرأي في عملية اتخاذ القرار. السبب الثالث يتعلق بمحاولة رصد الأسباب وراء انتشار الخمول بين الشباب، والهدف العام هو كيف يمكن وضع إطار شامل لإشراك الشباب، وكيف يمكن معالجة خاصة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية لإقصاء الشباب، قصد وضع حلول يمكنها مساعدة الشباب التونسي على الإيمان مجددا بالمستقبل، لا سيما وأن فئة الشباب اليوم في تونس حسب تعداد 2014 تقريبا بالنسبة للشريحة 15-29 تمثل حوالي 25%، بالنسبة ل 15-24 سنة تقريبا 16% من مجموع السكان. فنظريا تعتبر هذه الفئة وهي ثلث سكان تونس تعتبر فرصة ديموغرافية، ديموغرافيك جيفت، لكن نظرا للعوامل المتعددة لإقصاء هذه الفئة ربما تصبح مشكل وليس عامل يعني مهم في دفع تنمية المجتمع. منهجيا كيف قمنا بإنجاز هذه الدراسة؟ تولينا إنجاز هذه الدراسة من خلال مسح كمي لشباب الحضر شمل 4214 أسرة معيشية من مختلف أنحاء تونس، تم إنجازه في الفترة بين 2012 و 2013. يعرف هذا المسح باسم مسح الأسر المعيشية المعني بالشباب في المناطق الحضرية. أيضا مسح كمي لشباب الريف
اشتمل على 1400 أسرة معيشية من مختلف جهات وأنحاء تونس، تم جرأه في نفس الفترة، يعرف باسم مسح الأسر المعيشية في المناطق الحضرية. أيضا اعتمدنا على مقاربة كيفية لاستقصاء تصورات الشباب فيما يتعلق بمشاركتهم في الحياة الاجتماعية العامة بمختلف أبعادها، وتجربتهم مع الإقصاء الاجتماعي من خلال إجراء قرابة 21 مجموعة بؤرية و35 مقابلة فردية مع 199 شاب وفتاة في 7 مناطق تمثل أقاليم البلاد التونسية. تم جرد أيضا وتحليل لمختلف البرامج التي تقدم للشباب التونسي. وأريد أن ألاحظ هنا أن العينات تم استخراجها بالتعاون مع زملائنا في المعهد الوطني للإحصاء، يعني الهيكل المخول لاستخراج العينات حتى تكون ممثلة بطبيعة الحال. المحاور اللي اشتغلنا عليها في الدراسة هي المشاركة والصوت المسموع والمواطنة الإيجابية للشباب، الخمول والبطالة بين الشباب والوقوع خارج دائرة التعليم والعمل والتدريب بين الشباب. اشتغلنا على الفرص الاقتصادية، المهارات المطلوبة للحصول على العمل، وكيف يمكن إيجاد سياسات شاملة للشباب. في تحديدنا لأبعاد الإقصاء نجد 4 أبعاد تتعلق بالثقافي، بالاقتصادي، بالسياسي، بالاجتماعي. أما الثقافي فيهم مسألة الدين، مسألة الهوية، مسألة القيم، مسألة التطلعات. بالنسبة للسياسي يتعلق بالصراع، العنف، الثقة في المؤسسات، المشاركة في اتخاذ القرار. الاجتماعي شفنا فيه الشبكات الاجتماعية، مسألة العمر والتركيبة السكانية، النوع، الإعاقة. وأختم بالبعد الاقتصادي الذي يتعلق بمستوى الدخل، مستوى التعليم، الوضع الوظيفي، الخمول وعدم النشاط. سأذكر تباعا بعض النتائج الرئيسية التي توصلنا إليها يعني دون إطالة، لأنه النتائج في 5 محاور كانت يعني عديدة متعددة، الخوض فيها جميعا يمكن يعني يستغرق كثير من الوقت. لذلك سأمر على النتائج الرئيسية التي يمكن من خلالها أن نلاحظ أن الفقر ممكن أن يكون سبب، وأيضا الفقر يكون نتيجة لإقصاء هذه الفئة من المجتمع. لاحظنا وأنه لا ينشط سوى عدد قليل من الشباب التونسي في المجتمع المدني، فقط 3% من الشباب الريفي ينشط في منظمات المجتمع المدني، مقابل تقريبا 6% بالنسبة لشباب الحضر. لا يشارك سوى عدد ضئيل من الشباب التونسي في أي شكل من أشكال المشاركة السياسية باستثناء الحشد للمظاهرات. تكاد تنعدم ثقة الشباب التونسي في المؤسسات العامة، حيث لا يثق سوى 8.8% من شباب الريف و31.3% من شباب الحضر في النظام السياسي. ترتفع نسبة الشباب الواقع خارج دائرة التعليم والعمل والتدريب تقريبا حسب مؤسسة التدريب الأوروبية لسنة 2014 هناك 33% من الفئات الشبابية في تونس، يعني قرابة 1,000,000 شاب وفتاة. وهذا الرقم يعني مهول، رقم مخيف، أنه 1,000,000 شاب وفتاة دون نشاط خارج إطار التعليم، خارج إطار العمل، خارج إطار التدريب. نجد أنه في الوسط الريفي 50.4% شابات هن خارج دائرة التعليم والعمل والتدريب، مقابل 33.4% من الشبان، بينما تنخفض النسبة في الوسط الحضري إلى 32.4% من الشابات مقابل 20.3% من الشبان. الشبان المدرجون خارج دائرة التعليم والعمل والتدريب في الريف مقابل الحضر، يعني هذا اللي كنا نشوف فيه منذ قليل. حسب المناطق نجد أنه في الجنوب مثلا نسبة الإناث ترتفع إلى 63% مقابل 32% بالنسبة للذكور. بالمناطق الداخلية ترتفع النسبة
إلى 50% بالنسبة في خصوص الإناث مقابل 35% بالنسبة للذكور. جهة الساحل أقل نسبة أقل يعني 44% بالنسبة للإناث و31% بالنسبة للذكور. هذا في الريف. الحضر الجنوب كالعادة يعني نسبة الإناث مرتفعة 48.2%، 23.2% بالنسبة للذكور، 37.4% بالنسبة للإناث في المناطق الداخلية، 25.2% بالنسبة للذكور، 28.3% بالنسبة للإناث في منطقة الساحل، و 18.8% بالنسبة للذكور في منطقة الساحل أيضا. ماذا نقصد بالشبان الواقعون خارج دائرة التعليم والعمل والتدريب؟ نيت يعني مؤشر نيت هو no education, no employment, no training. هو مؤشر مشترك للبطالة والخمول بين الشباب، ويشير هذا المصطلح إلى الشباب الواقعين خارج دائرة التعليم والعمل والتدريب. تضم هذه الفئة جميع الشبان العاطلين عن العمل أو غير النشطين، ويتجاوز هذا المؤشر المنظور الضيق للبطالة. يعني يعرف هذا المؤشر الخمول بين الشباب تعريفا أشمل، إذ أن الشبان غير النشطين هم الذين يئسوا من البحث عن عمل رغم صغر سنهم، كما يعد هذا المؤشر أداة هامة في تحليل إقصاء الشباب. هنا رسم بياني يعبر أو يحلل الشعور بالإحباط من سوق العمل بين المندرجين خارج دائرة التعليم والعمل والتدريب. بالنسبة للحضر نجد 42.2% للإناث، 46% بالنسبة للذكور، وفي الريف النسبة ترتفع إلى 85% من الإناث يعني في حالة إحباط، وهن مندرجات خارج دائرة التعليم والعمل والتدريب مقابل 58.3%. أعود إلى بعض النتائج الأخرى، حيث وقفت الدراسة على ضعف الفرص الاقتصادية نتيجة التباين الجهوي بين الولايات في المناطق الساحلية والداخلية والجنوبية، وتعتبر الفجوات بين الجنسين حاجزا كبيرا يحد من تكافؤ الفرص. نجد أن 18.5% من النساء في الريف لديها وظيفة مقابل 39.5% في الحضر. أيضا هناك ملاحظة تتعلق بفشل المدارس والجامعات في تزويد الشباب بالمهارات اللازمة لمواجهة تحديات سوق العمل والانتقال إلى مرحلة النضج والمواطنة الإيجابية النشيطة. هنا نجد التباين في تشغيل الشباب بين الريف والحضر. يلاحظ أن النسبة الأكبر من الشباب الخاملين هي من بين الشباب الأقل تعليما سواء في المناطق الحضرية أو الريفية، لكنها ترتفع أكثر في المناطق الريفية. نجد أن 81.5% من الذكور و 83.8% من الإناث خارج دائرة التدريب والتعليم والتكوين لم يحصلوا على التعليم الثانوي. في المناطق الحضرية نجد أن 58.8% من الذكور و 55.8% من الإناث خارج دائرة التعليم والتدريب والتكوين لم يحصلوا على التعليم الثانوي. كما يواجه الأفراد ذوي التعليم العالي معدلات بطالة أعلى، حيث تقترب هذه المعدلات بين خريجي الجامعات في المناطق الداخلية والجنوبية الحضرية من 40%. على مستوى تعليمي بين الشباب المندرجين حسب خارج دائرة التعليم والعمل والتدريب حسب النوع الجنس 15-29 عام، نجد أنه إناث في الحضر 55.8%، 9.8% يعني لهم التعليم الثانوي، الجامعي 28%، التدريب المهني 6%، الذكور في الحضر 58.8% دون التعليم الثانوي،
10% لهم التعليم الثانوي، 19% لهم التعليم الجامعي، 11% لهم التدريب المهني. الإناث في الريف 83.8% لم يبلغن مستوى التعليم الثانوي، مقابل تقريبا 12% 13% عندهم التعليم الثانوي، و 0.2% عندهم التعليم الجامعي. التدريب المهني 3.2%. الذكور في الريف أيضا 81.5% عندهم مستوى دون التعليم الثانوي، 13.8% مستوى التعليم الثانوي، و 0% تعليم جامعي، 4.7% دون لهم التدريب المهني. أمر بسرعة، عندي زوز دقائق مازالوا حسب السيد الرئيس. قضية أخرى هي مسألة التسرب من الدراسة، ظاهرة تؤثر في الشباب، حيث أن أكثر من نصف الأطفال في تونس ينقطعون عن الدراسة دون إتمام التعليم الثانوي. هناك تسرب، يعني سنة 2012 و13 140 ألف تلميذ من الدراسة، صحيح تقلص لكن مازال منزلش على 100 ألف تلميذ ينقطعون من الدراسة سنويا، من بينهم 80 ألف لا يتمون تعليمهم الأساسي. قلنا وأن المدارس تخفق في تزويد الشباب بالمهارات الحياتية التي تؤهلهم للانتقال إلى مرحلة النضج. يواجه الشباب معوقات عديدة للحصول على أعمال، تتمثل في أن مكاتب التشغيل يعتبرونها أنها لا تقدم سوى قدر محدود من المساندة. معظم الشباب اللي هم يعني خارج إطار التعليم والعمل والتدريب غير مسجلين في قوائم البطالة، خاصة في المناطق الريفية. الكثير يرى أن عمليات التعيين لا تتسم بالإنصاف، خاصة فيما يتعلق بالقطاع العمومي. هناك مسألة أيضا التعاقد مع الشباب المشتغل في الريف، نجد وأنه فما 51% عمالة يومية مقابل 20% عقد محدد المدة مقابل 15% عقد مفتوح. في الحضر 38% عقد مفتوح، 19% عمالة يومية، و20.9% عقد محدد المدة. هناك تباينات كبيرة بين المناطق وبين الجنسين في فرص التشغيل. مسألة الإقصاء الجهوي المتمثل في صعوبة الحصول على عمل، لا سيما في المناطق الداخلية والجنوبية. هناك مسألة هجرة الشباب تتعزز نتيجة الضغوطات الاجتماعية والإحباط والإحساس بالإهمال. أنهي بهذا يعني بشهادات لبعض المستجوبين في الدراسة تكون داعمة لما كنا قد ذكرناه من نتائج. الشهادة الأولى يقول صاحبها: بالنسبة لنا البطالة نوع من الإهانة، فالعاطل ليس إنسان والمجتمع نفسه يلفظه، فهو ليس جزء من دائرة المجتمع، وهذا هو المعنى لكلمة عاقل. الشهادة الثانية تقول: انقطع أحدنا عن الدراسة لكي يتمكن فرد آخر من مواصلة دراسته، وبهذه الطريقة تستطيع أسرتنا تجنب الوقوع في الدين، والأفضل أن أحدنا قام بالتضحية. الشهادة الثالثة: نرى أشخاصا أذكياء وعباقرة وانتهى بهم الحال إلى صفوف العاطلين، فماذا عني وأنا متوسط القدرات، وهذا ما يجعلني أشعر بالخوف. شهادة أخرى: لإيجاد عمل يجب الدخول إلى الإنترنت أو الذهاب إلى مكتب تشغيل، لكن هذه المنطقة من المناطق القليلة التي ليس بها مكتب تشغيل، ويكلف استخدام الإنترنت لمدة ساعة دينارين. يتكبد المرء 10 دينارات لمجرد التسجيل بمكتب تشغيل. شهادة أخرى: ليس لدي أهداف فيما يتعلق باختيار العمل، وليس لدي طموح، فأنا أقبل أي عمل أجده، والأهم بالنسبة لي أن يتم تسجيلي بشكل قانوني في نظام الضمان الاجتماعي. شهادة أخرى: الفقراء لديهم حق أيضا في العمل الحر وفي البيع وفي الشراء. أيضا بالنسبة لمسألة عدم تساوي الفرص بين الإناث والذكور، لا يبحث الرجال اليوم عن ربة منزل، بل يفضلون المرأة التي تعمل وتجلب لهم المال، وهم محقون في ذلك. هذه يعني شهادة لفتاة أخرى: لقد شجعنا آباؤنا على الدراسة والعمل، لكن ذلك يكون دائما ضمن حدود معينة لا يمكن تجاوزها. إنها مسألة تتعلق بالعقلية، لا يمكنني الحلم بأن أعمل في منطقة غير التي أقطن بها. شهادة فتاة في منطقة داخلية. اتجاهات عمل لتوفير فرص اقتصادية ممكنة على المستوى المحلي، يجب دعم الخدمات، تنمية مجتمعية يقودها الشباب، تشجيع العمل الحر الفردي والجماعي مع مراعاة المساواة بين الجنسين،
يعني التشجيع على التدريب الداخلي المخصص للشباب الأقل تعليم والواقع خارج دائرة التعليم والعمل. على المستوى الوطني دعم الخدمات التوجيه المهني في الجامعات، مشورات بين الشباب ومشاركتهم بشأن إصلاح سوق العمل، دعم الخدمات المفيدة للشباب على المستوى المحلي من حيث التدريب على المهارات الحياتية، تكنولوجيات المعلومات، التعلم عبر الانترنت، العمل الحر، المساندة القانونية إلى غير ذلك. على المستوى الوطني العمل على بناء قدرات المنظمات غير الحكومية التي تقدم خدمات للشباب في هذا المجال، اعتماد المهارات، اعتماد معايير جودة المحتوى. لكن هذا وأنهي سيد الرئيس والمعذرة على الإطالة، أنه يجب وضع رؤية شاملة مندمجة في كل القطاعات، يعني عبر قطاعية تشاركية وفق مبادئ أساسية تتعلق ب أولا التعليم غير الرسمي من خلال التشجيع على التعلم النشط خارج إطار التعليم الرسمي مثل ما ذكرنا، المهارات الحياتية، اللغات الأجنبية، المهارات التقنية، التحفيز على وضع حلول مبتكرة وخلاقة للشباب، وضع سياسة تدريب للشباب، إيجاد ميزانية خصوصية لتمويل المشروعات ذات العلاقة بقضايا إدماج الشباب، إيجاد سياسة إعلامية ومعلوماتية موجهة للشباب للتعرف على مختلف الفرص ولضمان التواصل بين كل أصحاب المصلحة في السياسات الخاصة للشباب والشفافية في تنفيذ السياسات، المقاربة التشاركية بين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني، المقاربة عبر القطاعية، وتشريع خاص بالشباب لوضع مختلف النصوص وترجمتها إلى تشريعات. إذن سياسة متعددة الأبعاد لإشراك الشباب وإدماجه من خلال 3 مكونات أساسية. والمعذرة على الإطالة، شكرا على حسن الانتباه. شكرا. ونظرا لضيق الوقت عندنا une contrainte de temps، سناخذ 3 أسئلة لمدة 5 دقائق، الأسئلة والإجابات. ماذا بينا بربي من غير تعليق ومن غير إطالة، سؤال محدد واضح، كيستيون بريسيز. تفضل. شكرا للعروض، كانت يعني ممتازة جدا. بالنسبة للزميل قادر، بس أود أن ألفت النظر بأنه دليل الفكر متعدد أبعاد اللي معمول بأكسفورد يعني ما يجب أخذه بعين الاعتبار، بأنه هذا الدليل هو صالح للتطبيق في الدول الفقيرة وليس صالحا للتطبيق في الدول ذات مستوى التنمية المتوسط، وسيعطي نتائج يعني منخفضة جدا. وأرجو أن يؤخذ هذا بعين الاعتبار، لأنه يعني نحن ما مفروض نبدل بس أساليب القياس بدون ما يكون عندنا فائدة منها. لذلك هو يجب يعني يحتاج إلى أن تعاد صياغته واختيار المؤشرات بطريقة جيدة. فيما يتعلق بالعرض تبع المرصد الزميل الصديق فؤاد، الحقيقة أنا بعتقد أنه في فرضية ضمنية مأخوذة ببحثكم، أنه الإقصاء هو إقصاء عن المؤسسات، عن المدرسة، عن الاقتصاد، عن إلى آخره. أعتقد أنه هذا جزئي، لأنه ما تقوم به الآن عندكم سنوات من العمل يفترض أن تؤخذ يعني خطوة إلى الأمام. خطوة إلى الأمام، هؤلاء الشباب الذين خارج المؤسسات وخارج السيستم هم مش بالفراغ، هم الحقيقة اندمجوا في سيستم بديل. نسبة المشاركة بالتظاهرات بالشارع عم يشاركوا الناس بالعمل السياسي بالشارع، ما عم يشاركوا بالمؤسسات، عم يفوتوا بتنظيمات وأشكال أخرى. فأعتقد أنه الوجه الآخر لأشكال الاندماج البديل هو وجهة يفترض أن يعني نتوجه لها، خصوصا أن أنتم حاطين الإطار المفاهيم الصحيح، الإقصاء الثقافي الاجتماعي السياسي وإلى آخره، بس لازم نشوف الوجه الآخر وإلا السياسات ما بتنفع بعد. بدوري أحيي المحاضرين. لدي سؤالين. السؤال الأول موجه للأخ من المعهد الوطني للإحصاء. تحدثتم عن يسمى عتبة الفقر على المستوى الوطني وبالنسبة للمدن الكبرى والمدن الصغيرة إلى غير ذلك، يعني في إطار عينة ربما 27,000 إذا كنت أتذكر، يعني كيف يتم تحديد هذا يعني على هذا المستوى الوطني؟ معروف ممكن نحدد
عتبة الفقر على المستوى الحضري أو القروي، ولكن هل التمثيلية على مستوى الجماعات لي كومون، سي سا سكو فوز افي دي، على مستوى لي بتيت لي موين كومونال. هادشي اللي أعطيت 3 أنواع من العتبات، يعني كيف يتم تحديدها على المستوى الأدنى في ظل عينة يعني يلاه تكفي على المستوى الجهوي أو المستوى الوطني. السؤال الثاني فيما يخص الأخت، سي لا كيسيون بور لي ميكرو crédit. Je ne sais pas, est-ce que vous avez entamé déjà des études d'impact pour l'évaluation de ces projets? Il y a des bénéficiaires, c'est exact que 60% des femmes et pour les jeunes, mais quel impact en termes de la dynamique de la pauvreté? Est-ce que les gens ont quitté la trappe de la pauvreté? Est-ce qu'on est bien développé ou ça reste toujours dans l'économie de survie? Merci. السيد فلتر، تفضل. شكرا. محمد كمال الغربي، رئيس الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية. أردت أن أسأل مدام نادية شعبان تقريبا نفس السؤال. هل لكم فشل في بعض التجارب أثناء إعطائكم للتمويلات الصغيرة هذه، وما هي أسباب الفشل إن وجدت؟ بالنسبة للتمويلات الصغيرة، هل ترى هي تمويلات من إلى؟ نريد أن نأخذ فكرة على قيمة هذه التمويلات. بالنسبة للسيد فؤاد، أريد أن أسأله عن التوصيات. خرجتم بعدة توصيات، ولكن لا نعلم لأي جهة هذه التوصيات هي موجهة حتى يتم تفعيلها. شكرا. نكملوا. تفضلي زوز أسئلة أخرين. J'ai une question au dernier intervenant. Une petite réserve concernant la variable pauvreté comme facteur explicatif de désenchantement de la jeunesse par rapport à la participation politique ou à la participation à la société civile. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est pas déterminant, parce qu'on voit le désenchantement de la jeunesse par rapport à la vie politique ou à la vie publique tout court, c'est un phénomène qui se reproduit pas qu'en Tunisie, même en Europe. Moi je vis en Europe et justement en Europe on observe ce même phénomène, donc je pense qu'il n'est pas très lié à la variable pauvreté. Donc voilà, et ça pose le problème de ces indicateurs, de la fiabilité de ces indicateurs standards. Merci. Bien. La dernière question. Une toute petite question adressée à Madame Nadia Chaban. Vous avez dit que en fait vous financez des projets qui s'inscrivent dans une stratégie de survie et dans une économie de subsistance, de survie, plutôt que dans une économie de gain. Mais derrière une économie de subsistance, de survie, est-ce qu'il peut y avoir parfois une économie informelle qui se cache? Je prends un exemple, un vendeur de cigarettes, un vendeur ambulant de cigarettes, il commercialise un produit qui est de contrebande, mais ce n'est pas lui qui en profite en premier lieu, c'est derrière lui qu'il y a des gens qui profitent, qui organisent tous ces circuits de contrebande. Voilà. Est-ce que vous avez le souci de vérifier la traçabilité ou le circuit par lequel passe le produit qui est finalement financé par vos fonds, les fonds que vous donnez? Bien, تفضل madame. Bon, عدد الأسئلة كثيرة، باش نبدأ بالسؤال الآخر. السؤال الآخر sur la traçabilité. كل مشروع يقع تمويله يلزم نعرفوا شنو المشروع هذا اللي باش يقع تمويله. ثم زيارة للإنسان اللي يقع معناتها تمويل المشروع نتاعو، وأنا عطيت قائمة في الأشياء الممنوعة في التمويل، مثلا حتى الدخان مثلا ممنوع في التمويل عندنا. دونك السيركوي باراليل نتاع الدخان ما يدخلش عندنا، اللي هو يدخل دوت سيركوي. دونك فما ضوابط راهي معموله اللي ما نجمش ندخل في لي ديتاي الكل. يا ريت حبيت نخدم جوست، حبيت نعمل الطرح نتاعي حول الاليات، كيفاش نجم نقاوم الفقر بآلية اسمها l'inclusion financière, اسمها la microfinance. C'était ça l'objet de mon intervention. Mais après, effectivement, il y a des paramètres qui sont mis en place, des indicateurs, des enquêtes qui sont menées, du croisement au niveau de l'information, et tout n'est pas finançable. Il y a des choses qu'on ne finance pas, on n'intervient pas. C'est pas seulement le polluant. En termes de, par exemple, le vendeur de pesticides n'est pas financé par ANDA, par exemple. Comme le vendeur de cigarettes n'est pas financé. Comme celui de l'alcool frelaté n'est pas financé.
Donc vous voyez, c'est pas du tout une question de... c'est pour ça que quand je dis parler de l'informel, quand on parle de parcours de sortie de la pauvreté, parce que, et parler de l'informel, je crois qu'il faut faire attention parce qu'on ne perd pas toujours des mêmes choses. On a une population qui est dans la contrebande, et qui est dans l'informel, mais là on est sur une économie parallèle avec des réseaux, et parfois le dernier maillon c'est le pauvre. Mais c'est une question. Mais on a aussi des populations pauvres qui cherchent des solutions pour survivre. Et moi, c'est ce segment-là, c'est de cette population dont je parle et qui est prise en charge aujourd'hui dans le cadre des projets financés par ENDA. Et là, quand on dit 66% de femmes, des 66% de femmes, ce sont les femmes qui ont des volaillers, qui ont des lapins, qui font du pain, qui font de l'mlewi, qui font du hlou, et qui petit à petit, on les accompagne. Certaines peuvent muter pour aller vers la micro-entreprise, c'est-à-dire rentrer dans le formalisme, la patente et l'embauche. Et certaines ont des parcours extraordinaires à ce niveau-là en termes de réussite. Je vous cite une femme qui a le Mourouche, par exemple, sur 5 années, elle en est à 17 salariés aujourd'hui déclarés. Et c'est une femme qui a un niveau de primaire à la base. Parce qu'elle est entrepreneuriale. Elle a cherché à être dans l'entrepreneurial challengeuse, et elle a essayé d'augmenter son volume de travail, sa production, de l'améliorer, de travailler sur la qualité. Mais d'autres femmes ne sont pas du tout sur ce profil-là, et elles sont plutôt à répondre à un besoin dans la famille, c'est-à-dire scolariser les enfants, soigner, et en général les 2 postes que les femmes portent dans le ménage, ce sont les postes santé et éducation. En tout cas, au travers des enquêtes et des focus group que nous on mène régulièrement, c'est ce qui ressort dans la motivation des femmes pour aller vers le travail quand elles sont femmes au foyer à la base. Donc on est sur... pour revenir... je réponds à la question la question des montants des prêts. Les montants des prêts, c'est en fonction... la moyenne des prêts octroyés autour de 3 000 et quelques. Je n'ai pas le chiffre exact. C'est dans le rapport que je... 3 600 et quelques, je crois, au niveau de la moyenne. Par contre, il y a des gens qui vont accéder à 400 ou 500 dinars. Et la loi nous autorise, en tant qu'ONG, à octroyer 5 000, pas au-delà. Alors, il y a des personnes qui, sur leur parcours professionnel, peuvent additionner plusieurs prêts et elles en sont à plus de 20 000, 40, 50, 70 000 empruntés. Et là, souvent, c'est-à-dire c'est l'accumulation des sommes. Souvent, vous avez des personnes qui ont démarré dans le micro-projet, micro-entreprise, qui sont passées au segment d'après, à savoir la TPE, la petite entreprise, et la sortie vers la PME, en général, ils ne sont plus clients ENDA. Et on souhaite qu'ils ne soient plus clients ENDA. Autrement, il y a un problème. Donc, nous, on ne les maintient pas dans... Et on a des PME, c'est-à-dire des gens qui ont encore des difficultés d'accès au crédit bancaire. Parce que c'est souvent... c'est dans ce cadre-là qu'il y a un vrai souci. Tout le monde n'est pas dans... C'est l'inaccessibilité aux finances qui est la première entrave à la création. Et donc, c'est répondre à cette entrave que d'intervenir sur la réponse économique de cette manière. Donc, sur les montants, ENDA, c'est-à-dire qu'on est en phase de transition, il y a une SA qui est en train de se mettre en place, on est en attente d'agrément, et on va pouvoir passer au segment au-dessus, à savoir 20 000 en termes d'octroi, et là on pourra travailler directement sur les TPE et sur la création en TPE, parce que la TPE, l'intérêt, c'est que la personne crée son emploi, mais crée d'autres emplois aussi. Et donc la réponse économique aujourd'hui, c'est celle-là dont on a besoin, et c'est dans ces structures-là. L'économie tunisienne repose sur les TPE, elle ne repose pas sur les PME aujourd'hui en Tunisie. Faut pas, les plus de gens qui travaillent, c'est dans les petites. Et c'est ce secteur-là aujourd'hui, au vu de la crise, qui est le seul capable de sauver le pays, de la crise économique réellement. C'est-à-dire qu'il y a un enjeu majeur de travailler sur la pauvreté, parce que c'est la pauvreté qui est aujourd'hui une conséquence et un problème, et c'est là où réside aussi la solution, et pour régler les caisses les déficits de caisses au niveau des cotisants, parce qu'augmenter le nombre de cotisants, c'est réduire les déficits aussi, et c'est permettre une redynamisation locale et un décloisement et un désenclavement. Donc vous voyez, aujourd'hui les pauvres, on n'a pas à les regarder et à les stigmatiser comme étant un problème, mais il faut voir en eux comme des acteurs
potentiel de la sortie de crise également. Sur la question des échecs, oui, il y a toujours des échecs. C'est pas, personne ne peut dire je réussis à 100%. Mais quand vous pensez, quand vous êtes sur des structures, sur des expériences aujourd'hui où on est à peu près, je vais vous donner sur 2014, un échantillon, excusez-moi, juste, parce que là ça nécessite la réponse chiffrée, parce que je ne peux pas répondre comme ça juste pour... quand on parle d'impact des passages sur les projets qui ont été financés jusqu'à maintenant, sur 2014, nos études d'impact et résultats qui ont été faits après les études, on est sur 70% des entrepreneurs qui sont stabilisés. 77%, on est au-dessus de la moyenne nationale. Donc, je pense que c'est là, il y a une réelle contribution, parce que les normes sont à peu près sur un tiers d'échecs. Et on est légèrement au-dessus en termes de résultats. Donc je pense qu'on est quand même sur quelque chose d'extrêmement positif. L'expérience de l'accompagnement est vitale et importante, et la réponse adaptée aussi. C'est-à-dire quand vous êtes face à une population pour laquelle vous allez réfléchir une solution, mais sur l'ensemble de sa filière, sur l'ensemble de son parcours, vous apportez de la pertinence et de l'efficacité. Sur l'impact, on a énormément d'études, et d'ailleurs beaucoup de chercheurs tunisiens connaissent ANDA au travers des recherches, parce qu'ils viennent se documenter sur tous les travaux, sur les focus group, les échantillonnages qui sont faits, sur les publications qui sont régulièrement produites au niveau de l'unité de recherche, où on a un personnel qui est dédié à cette unité de recherche. On a des études d'impact à tous les niveaux, parce que l'impact n'est pas qu'économique, il est aussi social. Quand je vous dis la présence des femmes dans l'espace public, c'est un impact social, c'est pas mais qui a aussi une répercussion économique, qui a une répercussion sociétale au-delà. Il y a des études d'impact qui portent sur quasiment toutes les problématiques. Aujourd'hui, on en a une qui est lancée mais elles sont souvent liées à un produit et à un programme. Donc, parce qu'on est sur une démarche d'améliorer les outils dont on dispose. On n'est pas dans la même démarche que l'INS à ce niveau-là. Merci, madame. Merci. Je veux juste rassurer M. Adib qu'on est en train de réaliser un IPM spécialement pour la Tunisie. On a révisé les indicateurs, les dimensions. On a par exemple ajouté une dimension emploi, vu la conjoncture économique de la Tunisie, les 600 000 chômeurs. Et même on a révisé les seuils. Il y a des indicateurs standards qu'on n'a pas utilisés, par exemple le branchement à l'électricité, parce qu'on est à 98%. C'est spécialement pour le cas de la Tunisie. Pour la question de notre collègue du Maroc, les seuils sont calculés au niveau national et sont après adaptés pour chaque gouvernorat. L'enquête précédente est juste représentative au niveau des grandes régions. Et ces tableaux que j'ai montrés, c'est pour l'enquête 2010. شكرا. فقط إشارات سريعة باعتبار عامل الوقت. بالنسبة لدكتورنا أستاذنا أديب نعمة، صحيح الفرضية الضمنية موجودة، صحيح أنه لابد من أخذ خطوة إلى الأمام، ونحن بصدد الاشتغال على مشاريع بحوث سواء مع المركز الكندي الدولي للبحوث أو مع مجلس أوروبا، أو من خلال اشتغالنا على متابعة وتقييم أوضاع الشباب على أشكال الاندماج البديلة، ويعني قريبا تصدر نتائج هذه البحوث، سواء مسألة الاقتصاد الموازي وعلاقة الشباب بها واندماجه فيها في مستوى اقتصادي، سواء على مستوى اندماجه في شبكات يعني في علاقة بالتهريب وبالإرهاب إلى غير ذلك، سواء في اندماجه من خلال الشبكات الاجتماعية وغيرها من أشكال المشاركة. فهذا مبحث نشتغل عليه. دكتورنا سي كمال الغربي، تعرفوا أنه احنا آلية تساعد على اقتراح السياسات، فبحوثنا هي بحوث لغاية اتخاذ القرار، وهي لفائدة صانعي القرار. لكن صانعي القرار
في إطار مقاربة تشاركية مع مختلف المكونات، يعني قطاع خاص، مجتمع مدني، بالإضافة إلى القطاع الحكومي بكل مكوناته. لا يمكن إيجاد رؤية دون ثلاثة يعني المكونات هذو من مكونات المجتمع. السؤال الثالث حول مسألة هل أن الفقر يمكن أن يكون عامل محدد لاندماج الشباب أم لا؟ هي العلاقة هي علاقة احتمالية، ولما قدمت لنتائج دراسة قلت أن العلاقة هي ممكن أن يكون الفقر عامل محدد لاندماج الشباب. أشير إلى أن الإقصاء يمكن أن لا يكون عامل فاعل في مسألة الفقر. هذا أديترميني في إطار بحوث خصوصية جزئية تتعلق بالعلاقة بين الفقر واندماج الشباب في الحياة الاجتماعية والاقتصادية إلى غير ذلك. فالمسألة تبقى مطروحة. أشكركم على الدعوة من جديد. شكرا سيد الرئيس. Merci à tous. Donc, je rappelle que ce thème, les interventions qui ont été faites dans le cadre de ce thème ont un caractère technique et empirique. Et c'est de ce fait qu'on peut, ou ces interventions peuvent susciter pas mal de débats. Donc, étant donné la contrainte de temps, donc, nous n'avons pas étalé beaucoup les débats. Moi aussi, j'avais des choses à dire, mais malheureusement, donc, le problème temps est à respecter. Voilà, je vous remercie et on termine cette session. Donc, barakallahu fikum ala al-majhoud اللي عملتوه.